Économie Le Max sur i24 News, merci d'être au rendez-vous. Au sommaire aujourd'hui, est-elle devenue une chimère? L'union bancaire est à la fois le rêve et la hantise des ministres des Finances européens. Ils ne sont pas parvenus hier à surmonter leurs divergences après 3 jours de discussion à Bruxelles. Sur quel point butent les pourparlers? Lionel Friedfeld sera avec nous dans un instant. Et puis des jeunes, des femmes, c'est le nouveau visage du gouvernement italien, celui que veut imposer Matteo Renzi. À 39 ans, le tout nouveau président du Conseil multiplie les promesses pour relancer une économie en crise. Que faut-il retenir des réformes annoncées en grande pompe hier? Rendez-vous dans quelques minutes. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Avant d'y revenir, un point sur l'actualité économique du jour. On part d'abord à Wall Street. Et c'est à croire que la crise n'est plus qu'un lointain souvenir puisque le bonus moyen payé à la bourse de New York a atteint l'an dernier son plus haut niveau depuis 2007. 164 530 $, une hausse de 15% en 2013. Du jamais vu donc depuis la crise financière. Le montant global des bonus distribués frôle les 27 milliards de dollars sans compter les stock options. Une 5e année consécutive de profit pour Wall Street qui bénéficie aussi à la ville de New York. Elle a engrangé 3,8 milliards de dollars de recettes fiscales en 2013, plus 27% en un an. Il faut dire que le salaire moyen à Wall Street, hors bonus, dépasse les 360 000 $ par an. C'est un projet qui a pris du retard, ça on le savait. L'accord de libre-échange transatlantique Europe-États-Unis serait-il désormais menacé? Le Parlement européen a averti hier qu'il pourrait rejeter ce partenariat si le texte final ne respecte pas le droit européen en matière de données personnelles. Strasbourg veut imposer notamment des sanctions allant jusqu'à 100 millions d'euros ou équivalent à 5% du chiffre d'affaires aux entreprises qui transmettraient sans autorisation des données personnelles hors du territoire européen. De quoi peser sur le 4e round de pourparlers avec Washington qui a débuté lundi à Bruxelles. En Chine, nouvel indice décevant pour la 2e économie mondiale. La production industrielle a certes augmenté fortement de 8,6% sur janvier-février par rapport à la même période en 2013, mais ce chiffre est en dessous des attentes des analystes, 9,5%, et c'est la plus faible hausse en 5 ans. Même constat pour les ventes au détail. Alors 2014 est bel et bien une année de défi pour Pékin, et notamment celui du rééquilibrage de la croissance. En bref, en Libye, les autorités ont fixé hier un ultimatum de 2 semaines aux rebelles autonomistes. Ils doivent lever d'ici là leur blocage des sites pétroliers situés dans l'est du pays. La situation dure depuis juillet dernier et prive la Libye, on le sait, de sa principale source de revenus. La production brute a chuté à 250 000 barils par jour contre 1,5 million auparavant. Cette nouvelle menace de recours à la force survient au lendemain du limogeage du Premier ministre Ali Zeidan. Et puis un anniversaire, celui du tunnel sous la Manche. Pour ses 20 ans, son exploitant Eurotunnel a annoncé aujourd'hui des objectifs de rentabilité renforcés grâce à une fréquentation record et à son activité de frais ferroviaires. Eurotunnel vise un excédent brut d'exploitation en hausse de 2,5% pour 2014 à 460 millions d'euros et au moins 500 millions en 2015. L'an dernier, les trains Eurostar ont transporté plus de 10 millions de passagers. 2 tiers des clients sont des Britanniques et la reprise au Royaume-Uni a profité aux résultats du groupe. L'action Eurotunnel a bondi de près de 31% en 2013 et déjà plus 12,8% depuis le 1er janvier. Elle est censée parachever la construction européenne, prévenir les crises économiques. Pourquoi l'union bancaire se fait-elle autant attendre? Supervision, renflouement ou liquidation des banques privées du vieux continent. Les différents volets de l'accord sont aussi sensibles que complexes. On tentera de les comprendre avec Lionel Friedfeld dans un instant. D'abord, le mode d'emploi et les derniers rebondissements de cette saga européenne. On voit ça avec Anthony Lesme. L'Europe devra encore attendre au moins une semaine. Les 28 ministres des Finances de l'Union européenne ne se sont pas encore mis d'accord sur la création d'une union bancaire. L'idée principale de ce projet est de mutualiser les risques des banques européennes. En d'autres mots, éviter qu'une nouvelle crise bancaire ne se transforme en crise de la dette au sein de la zone euro. L'union bancaire est un projet politique d'ampleur majeure. Il s'agit de faire en sorte de casser le cercle vicieux entre la dette bancaire et la dette souveraine. Il s'agit aussi d'éviter la reproduction des crises financières. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est l'idée du Conseil de supervision créé et dirigé par la Banque centrale européenne qui aurait à l'œil plus de 130 banques. Il procéderait dans les prochains mois à une opération d'évaluation du bilan de ces banques et à des tests de résistance. Toutes les banques ne sautent pas de joie l'idée d'être scrutées et épiées. Les détails sont encore en discussion. La mesure phare est de créer un mécanisme de résolution bancaire.
c'est-à-dire la possibilité de renflouer les banques par un fonds créé par l'ensemble des établissements européens. L'objectif est d'éviter de faire appel aux contribuables, comme ce fut le cas avec Dexia en France et en Belgique. Il est clair que ce sont les règles du renflouement interne qui doivent être en vigueur. On ne peut pas les fragiliser, car ce n'est pas logique de parler constamment du fait que les contribuables ne doivent plus payer la note et ensuite de ne pas appliquer les règles sur les propriétaires et les créanciers qui prennent les risques au départ. D'après l'accord conclu entre les ministres des Finances des 28 en décembre, ce fonds sera d'abord constitué de compartiments nationaux, abondés par les banques de chaque pays. Compartiments qui ne seront mutualisés que très progressivement, au terme d'une période de 8 ans, à l'issue de laquelle le fonds disposera de 55 milliards d'euros environ. Qui paiera, comment, combien, les discussions vont bon train. Mais le nœud de la discorde est ailleurs, notamment sur la manière de liquider une banque si elle faisait défaut. L'Allemagne penche pour laisser le dernier mot aux différents ministres des Finances, au contraire des eurodéputés qui craignent des tractations sans fin. Ils préfèrent en effet laisser l'autorité finale à un conseil de résolution indépendant des États. Si un accord n'est pas trouvé avant le Conseil européen des 21 et 21 mars, de nouvelles discussions n'auront pas lieu avant 7 mois. Entre, le Parlement européen élira de nouveaux députés. Oui, un dossier peut-être finalement autant politique qu'économique comme bien souvent. Alors pour démêler un petit peu les mécanismes de cette intrigante union bancaire, nous avons le plaisir de retrouver Lionel Friedfeld. Bonjour Lionel. Bonsoir David. Notre analyste financier. Alors Lionel, le but, on le rappelle, de ce projet d'union bancaire, c'est déconnecter finalement le risque bancaire du risque souverain, éviter en quelque sorte que les contribuables européens payent une nouvelle fois les pots cassés de la finance. Pourquoi est-ce que c'est si laborieux, si interminable à réaliser ? On l'a bien vu là à Strasbourg, les eurodéputés, les représentants du Conseil n'ont pas réussi à trouver un accord. Un accord sur quoi ? C'est le deuxième volet de cette loi bancaire de l'Union européenne qui prévoit un meilleur mécanisme de gestion de crise des faillites des banques européennes. Et en fait, pourquoi c'est si difficile ? Parce qu'il y a des gens, ou en tout cas des pays, représentés notamment par l'Allemagne, avec une certaine vue, une certaine conception de l'Europe, qui veulent pas beaucoup d'intégration, et d'autres personnes, des députés notamment, qui veulent beaucoup plus d'intégration dans l'Union européenne. Et on l'a vu, Pierre Moscovici ou Michel Barnier, qui est le commissaire européen en charge des services financiers, disent que pour avoir un accord, on n'est pas encore arrivé là, il faudra travailler, travailler et travailler. Ouais, donc c'est vraiment très politique. Alors pour expliquer un petit peu ce qui se passe, jusqu'ici, ce sont les 28 États membres qui contrôlent et peuvent sauver leur banque en cas de faillite. Ce rôle bientôt sera assumé par la BCE, c'est bien ça ? Alors effectivement, au mois de décembre, il y a déjà eu un premier accord, un premier volet où il y a eu 3 grands types de séries qui ont été donnés. Premier type de série, c'est qu'il y a eu des dépôts. Les dépôts sont garantis à hauteur de 100 000 € dans l'Union européenne. Et ça, c'est très très important. Le deuxième type de série de décisions qui ont été prises, c'est que la Banque centrale européenne, on vient lui confier un mandat pour superviser à peu près plus de 150 banques européennes. Les plus ça, grandes c'est banques... le deuxième pilier. Exactement, les plus grandes banques européennes. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va analyser leur bilan, on va faire des stress tests, c'est-à-dire qu'on va tester, on va dire, le capital réglementaire pour faire fonctionner la banque. Mais surtout, c'est pour avoir beaucoup plus de connaissances à tout moment, de savoir quels sont, les besoins de financement de ces entreprises, enfin de ces banques en particulier, et 2, est-ce qu'elles vont avoir des besoins futurs pour prévoir les crises ? On se souvient avec, par exemple, Bankia en Espagne, on n'avait pas vu venir la faillite. Et donc c'est assez problématique, puisqu'au final, ce sont soit les contribuables, on peut penser à Dexia. Dexia a été renfloué par le contribuable français et belge, et on veut éviter justement ces modèles à la Dexia ou à la Bankia. Ouais, donc il y a 3 piliers, on l'a vu. On va parler justement de ce fonds de recapitalisation, 55 milliards d'euros, on l'a vu dans le reportage. C'est un peu la pomme de discorde en ce moment. Ça permettrait de recapitaliser forcément une banque en cas de faillite et ce serait alimenté par les banques elles-mêmes. Alors justement, pourquoi est-ce que ça bute sur ce point ? Alors justement, c'est le point crucial parce que c'est un point un peu de philosophie. C'est veut-on plus d'intégration européenne ou moins d'intégration européenne ? Pourquoi ? Parce que ce fonds de 55 milliards va être abondé par les banques elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on crée une espèce de cagnotte où chaque banque met un peu d'argent dans la cagnotte et on retire quand on doit secourir une banque. Et le concept le plus intéressant, c'est ce qu'on avait vu avec Lehman Brothers, ce qu'on appelle le concept de too big to fail. Trop gros pour faire faillite. C'est-à-dire que quand il y a un risque systémique, il faut que les autorités sauvent la banque. Et si c'est effectivement une banque qui n'a pas de connexion avec d'autres banques, on peut laisser tomber en faillite. Et donc aujourd'hui, la discussion véritablement entre ceux qui sont plus pro-européens et moins européens, c'est quand et comment secourir ces banques qui sont en faillite. Ouais. Alors une dernière question, Lionel. Comment est perçue, comment est accueillie cette union bancaire par les milieux financiers, les milieux bancaires que vous connaissez ? Est-ce qu'on n'est pas finalement pas mécontent que ça traîne un petit peu ? Alors, officiellement, je pense que toute banque européenne dira que c'est une excellente nouvelle. Je pense que d'un point de vue un petit peu officieux, on n'est pas tellement d'accord, ou en tout cas pas
très heureux d'avoir un autre superviseur des banques, comme la Banque Centrale Européenne, qui va fouiller un petit peu dans le bilan des banques, numéro 1, et forcément, il va avoir une uniformisation en termes de produits et de services. On va dire, toutes les banques vont devoir s'aligner en termes de prix, si effectivement, Bruxelles prend véritablement ce sujet à corps. On l'a vu dans les télécoms, et si demain, c'est dans le secteur bancaire et financier, eh ben, ça ne va pas faire plaisir aux banques européennes. Ouais, et puis ça risque de créer aussi un petit problème au niveau de la répartition des rôles, parce que 120 personnes à peu près seront en charge de la surveillance de ces banques, alors qu'on demande quand même finalement plus de réactivité aujourd'hui. Alors exactement, mais enfin, si on étudie de façon professionnelle le bilan de 150 plus grandes banques européennes, il faut rentrer dans le détail, il faut prendre des décisions, il y a des comités, et c'est toute la discussion entre les députés et des États comme l'Allemagne. C'est s'il y a une faillite, qui décide de mettre en faillite la banque? Est-ce que c'est les ministres des Finances nationaux, ou est-ce que effectivement c'est des autorités à Bruxelles, parce que ça a énormément de conséquences sur l'emploi national. Merci Lionel pour toutes ces explications. Merci. À bientôt. Et on s'intéresse à présent au Benjamin des chefs de gouvernement européens. En Italie, Matteo Renzi, 39 ans, a prêté serment voilà bientôt 3 semaines. Et hier, il a présenté une série de mesures chocs pour doper l'économie et relancer l'emploi. Parmi elles, outre la suppression du Sénat, environ 300 gros salaires à la clé, une baisse spectaculaire des impôts, 1 000 € par an pour les 10 millions d'Italiens qui gagnent moins de 1 500 € par mois. Johanna Citruc. Un style décontracté, une allure rassurée et un langage parfois familier. Sa première conférence de presse marque un tournant dans la politique économique italienne. Mercredi, le nouveau chef du gouvernement, Matteo Renzi, a présenté une série de mesures coup de poing. Objectif, relancer la consommation. Pour cela, il prévoit d'alléger la fiscalité. Sur les ménages d'abord. 10 milliards d'euros de baisse d'impôts sur le revenu au profit des plus démunis. Chers Italiens, aujourd'hui votre gouvernement vous annonce que dès le 1er mai, l'État mettra 10 milliards d'euros dans les poches de 10 millions d'Italiens qui gagnent moins de 25 000 € net par an. Il s'agit d'une réforme réalisable et viable. 10 milliards d'euros qui seront intégralement couverts par la réduction des dépenses publiques, mais aussi la baisse des intérêts que l'Italie doit payer sur sa dette. Et le tout sans augmenter les taxes. Comment financerons-nous ces 1 000 € par an supplémentaires pour les Italiens concernés? Le gouvernement utilisera les économies réalisées sur les dépenses publiques. Mais les ménages ne seront pas les seuls à bénéficier d'un coup de pouce du gouvernement. Les entreprises aussi. Diminution de leurs factures énergétiques, aide aux PME et réduction de l'impôt sur les sociétés. Le tout en vigueur dès le 1er mai. Chers entrepreneurs, chères petites et moyennes entreprises, le gouvernement vous annonce une baisse de 10% de la taxe professionnelle régionale, l'IRAP. Du côté des dépenses publiques, le nouveau gouvernement a prévu, entre autres, de consacrer 3,5 milliards d'euros à la rénovation des écoles, le cheval de bataille de Matteo Renzi. Mais aussi plusieurs réductions, notamment pour le secteur de la défense, pour ne surtout pas aggraver la dette du pays, déjà supérieure à 134% du PIB. Mais l'un des plus gros défis du pays reste le marché du travail, car même si l'Italie est enfin sortie de la récession, le taux de chômage avoisine 13%, et il dépasse 42% pour les jeunes actifs. C'est l'un des plus importants d'Europe. Ouais, sans doute le chantier numéro 1 pour ce jeune gouvernement italien. Et on passe au Media Watch. La revue de presse, alors on évoquait tout à l'heure les 20 ans du tunnel sous la Manche, un autre anniversaire à présent, celui de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. 40 ans et il se bonifie avec l'âge, en tout cas d'un point de vue économique. Oui, c'était le 13 mars 1974, le premier avion, qui était un Boeing 747 en provenance de New York, se posait sur le tarmac de Roissy-Charles de Gaulle. Depuis, le petit aéroport est devenu un mastodonte du secteur. C'est le 2e aéroport d'Europe et le 8e du monde. En 2013, il a vu passer 62 millions de voyageurs grâce à la présence de 180 compagnies aériennes. Et d'un point de vue économique, comme vous l'avez dit, c'est une véritable pépite puisque grâce à sa plateforme de fret, la plus importante d'Europe, Charles de Gaulle a attiré environ 700 entreprises et créé plus de 85 000 emplois directs. Et tout ça se traduit par une valeur ajoutée de plus de 21 milliards d'euros, et ce qui représente 1,2% du PIB français. C'est pas mal. Alors on parle maintenant
notamment de Danone, le géant de l'agroalimentaire français, qui recrute Shakira comme vendeuse de yaourt. Oui, donc Activia, c'est la première marque de yaourt de Danone qui représente environ 20% des ventes du groupe. Le problème, c'est que les amateurs de produits laitiers, principalement les Européens, en consomment de moins en moins. Et pour relancer donc ce produit phare, Danone a donc recruté Shakira, la chanteuse colombienne particulièrement connue pour son déhanché. Puisque avoir une star dans sa publicité, c'est une stratégie qui est déjà testée et approuvée par d'autres marques alimentaires. On pense notamment à George Clooney et plus récemment Matt Damon pour Nespresso, au tennisman Joe Wilfried Tsonga qui vante les mérites des Kinder Bueno, à Scarlett Johansson qui fait la publicité de SodaStream, donc on en a beaucoup parlé ces derniers temps, et Uma Thurman qui vante les mérites de Schweppes, et encore Antonio Banderas qui fait la publicité des chewing-gums Frident. Voilà, quelques royalties pour ces stars. Merci Johanna et à bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition d'Économie le Mag. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes, c'est tout de suite sur i24 News. Restez avec nous.